concernant ma présentation donc, sur le paradoxe de Zénon, alors, donc en pratique, je vais parler de deux sujets, à savoir d'une part le paradoxe de Zénon et d'autre part le dilemme des prisonniers. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur le recteur, l'idée de cette présentation est de montrer que les mathématiques c'est aussi un jeu, des choses amusantes, donc je vais tenter de vous présenter des choses que au moins moi je trouve amusantes. Et on va essayer de faire un lien avec une époque où les gens faisaient assez peu de distinction entre mathématiques, philosophie, physique, etc. Et monsieur le recteur a fortement rappelé à ce sujet-là qu'effectivement les mathématiques c'est une très bonne formation, ça amène à construire des structures de raisonnement, de pensée, qui servent dans beaucoup de disciplines, et notamment la philosophie. Et donc, dans une première partie de cette présentation, je vais parler du paradoxe de Zénon. Et donc Zénon, si on regarde cette fresque qui a été réalisée à la Renaissance, Zénon, c'était un philosophe grec de l'Antiquité. Alors on l'appelle souvent Zénon d'Élée parce qu'il vivait dans la ville qui s'appelle la ville d'Élée. Et sur cette fresque, alors c'est pas forcément très visible sur l'écran, mais donc le personnage qui est ici, c'est lui, c'est Zénon, le grand philosophe, qui explique à un certain nombre de jeunes personnes, des disciples ou des futurs disciples peut-être, il leur explique comment on distingue le vrai du faux. Et quand on regarde très bien l'image, en fait ici je crois que c'est marqué Veritas, et à droite c'est marqué Falsitas, et ça explique que Zénon, il est là pour montrer, il y a deux portes, une porte qui mène à la vérité, une autre à tout ce qui est faux. Et par la philosophie, par la réflexion, ce grand penseur doit amener des jeunes gens à comprendre où est la vérité et où est ce qui est faux. Donc voilà, cette fresque vous dit, si à la Renaissance on avait encore cette image de lui, c'était quand même un grand philosophe très important pour l'Antiquité. Et alors, à l'Antiquité, les différents philosophes se regroupaient en ce qu'on appelle des écoles. Alors, il y avait notamment une des écoles qui s'appelait l'école des Pythagoriciens. Ça doit vous rappeler quelque chose, ce nom pythagoricien. Il y a Monsieur Pythagore, qui a fait un théorème que vous connaissez tous. Et donc, ce Monsieur Pythagore, il n'était pas que mathématicien, il était aussi philosophe. Et donc, il a fondé une école de philosophie qui a duré pendant des siècles, et dans laquelle il y avait donc Monsieur Pythagore, les disciples de Monsieur Pythagore, puis les disciples des disciples de Monsieur Pythagore, etc., pendant de nombreuses générations. Et à l'Antiquité, la philosophie se répartissait comme ça en un certain nombre d'écoles. Et donc Zénon, lui, il était dans l'école qui s'appelait l'école d'Élée. C'est justement la ville où il se trouvait. Et son école n'était pas tout à fait d'accord sur tout avec l'école des pythagoriciens. Et en particulier, les pythagoriciens, eux, ils utilisaient beaucoup les maths. Ils pensaient que la réalité, elle est écrite par des mathématiques, par des nombres, etc. Et lui, Zénon, il était un peu sceptique là-dessus. Et pour montrer que les pythagoriciens avaient tort, il a énoncé un paradoxe. Et ce qu'il voulait montrer, c'est si on décrit tout avec des nombres et des choses comme ça, eh ben, il y a des trucs absurdes qui se passent, c'est vraiment pas raisonnable. Et donc, voilà, il a énoncé plusieurs paradoxes. Et celui dont je vais parler aujourd'hui principalement, c'est le paradoxe d'Achille et la tortue. C'est un paradoxe, on va voir tout de suite. Donc, Achille, c'est un grand héros légendaire grec, on dirait même un demi-dieu, c'était un guerrier exceptionnel, et on essaie de le faire courir contre une tortue. Alors, comme Achille a envie qu'il y ait un peu de spectacle malgré tout, il décide de donner 1 mètre d'avance à la tortue, comme ça les spectateurs verront au moins qu'Achille double la tortue, ça fera un tout petit peu de suspense, parce que sinon on s'attend à ce que ça soit triste comme course. Donc voilà, on a Achille qui fait une course contre une tortue, et donc je disais, voilà, alors pour simplifier, on va supposer qu'Achille court seulement 2 fois plus vite que la tortue, ça sera juste pour faire des calculs, on aurait pu imaginer qu'il va beaucoup plus vite que ça ne change pas grand chose. Donc la tortue part un peu en avance, et ce qu'affirme Zénon, c'est qu'il montre que si on utilise trop les mathématiques, on arrive à des trucs bizarres, et des trucs tellement bizarres qu'en fait on arrive à ce que Achille dépasse même pas la tortue. Ce qui est étonnant, s'il court 2 fois plus vite. Donc on va voir quel est l'argument de Zénon, et est-ce que ça met en difficulté un édifice mathématique ou pas. Alors, voyons donc l'argument de Zénon. Donc là j'ai représenté Achille, et puis la tortue, et initialement la tortue elle a de l'avance, elle part 1 mètre devant Achille, et puis ils vont commencer à courir.
Alors, on imagine qu'il commence à courir, et puis à un moment, je décide de mettre pause. Paf. Voilà, là, j'ai mis pause au moment où Achille est arrivé au même niveau que là d'où est partie la tortue. Donc, ce qui est en grisé, c'est là où ils étaient au départ. Puis là, au moment où j'ai mis pause, Achille, il est au niveau où était la tortue au début de la course. Alors, quand Achille a avancé, on a vu qu'Achille, il avançait plus vite que la tortue. Même si l'animation n'était pas extraordinaire, on a vu Achille avancer plus vite que la tortue. En tout, Achille, il a avancé d'1 mètre, puisque la tortue avait 1 mètre d'avance au début. Et comme la tortue va 2 fois plus lentement qu'Achille, pendant qu'Achille a avancé d'1 mètre, la tortue a avancé de 50 cm. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, on a Achille qui a rejoint la position initiale de la tortue, il a fait 1 mètre, et pendant ce temps-là, la tortue a avancé de 50 cm, donc elle est toujours devant Achille. Alors maintenant, je vais reprendre la course, j'enlève le bouton pause, je remets en marche, et puis je refais une pause. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé Achille avancer jusqu'à l'endroit où était la tortue à l'étape précédente. Donc on se souvient qu'à l'étape précédente, il y avait 50 cm entre Achille et la tortue. Donc j'ai laissé Achille courir 50 cm, puis j'ai appuyé sur pause. Et comme la tortue va 2 fois moins vite qu'Achille, bah pendant ce temps-là, la tortue, elle a avancé de 25 cm. Donc à cette étape-là, la tortue, elle a 25 cm d'avance sur Achille. Bon, très bien, elle est toujours devant Achille, ok, mais je suis sûr que ça va changer. Alors, on va reprendre la vidéo, j'enlève le bouton pause, et puis paf, je remets pause. Alors cette fois-ci, j'ai laissé Achille avancer jusqu'au moment où il arrive à là où était la tortue à l'étape précédente. Je crois que je me répète, en fait, c'est la même chose que je raconte à chaque étape, mais c'est le principe de ces étapes. À chaque fois, Achille avance jusqu'à là où était la tortue à l'étape précédente. Et si à l'étape précédente, il restait 25 cm entre Achille et la tortue, si Achille il avance 25 cm, pendant ce temps-là, la tortue elle avance 12 cm et demi, et donc maintenant il reste 12 cm et demi entre Achille et la tortue, 2 fois moins qu'à l'étape précédente. Et puis je pourrais continuer comme ça pendant une infinité d'étapes. Vous n'avez peut-être pas envie que je passe un temps infini à vous raconter chacune de ces étapes. Donc je vais me contenter d'écrire, bon, j'aurai eu le droit de lister une infinité d'étapes, et à chacune de ces étapes, la tortue est devant Achille. Donc comme ça, on a une infinité d'étapes, et à chaque étape, la tortue est devant Achille. Alors, elle est certes de plus en plus près, mais elle est toujours devant, pendant une infinité d'étapes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du coup, ce que nous dit Zénon, c'est juste, oui, Achille, il ne dépasse pas la tortue, en fait. C'est bizarre, quand même. Il va 2 fois plus vite que la tortue, et il ne la dépasse pas. Bon, alors, Zénon, il ne croyait pas que Achille ne dépasse pas la tortue. Hein. Tout le monde est bien convaincu que Achille, il va dépasser la tortue. Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre dans cet argument-là qu'est-ce qui pose problème. Alors, ce que pensait Zénon, c'est que c'est un problème vraiment sur les maths et la façon dont on utilise les nombres. Alors, pour illustrer un peu ce genre de problèmes de pensée qui sont à cheval entre la philosophie, les maths, la physique, on peut prendre un exemple plus simple, qui est la question de l'existence des atomes. Ça, c'est une question que les philosophes se posaient depuis l'Antiquité. Pendant l'Antiquité, il y avait déjà beaucoup de philosophes qui affirmaient que ce qu'on appelle aujourd'hui atomes, et ce que eux appelaient déjà atomes, ça existait. Donc la question qu'on posait, c'était, est-ce que, quand on a de la matière, on peut la couper en morceaux arbitrairement petits? Et ce que vous avez peut-être déjà vu à l'école, enfin en collège ou en lycée, c'est qu'en fait, on ne peut pas. Que la matière, elle est constituée de plein de petits grains indivisibles, qu'on appelle des atomes, et les atomes, on ne peut pas les couper en morceaux plus petits. Et alors, à l'Antiquité, ils ne connaissaient pas grand-chose sur les atomes, ils ne savaient pas qu'il y a des électrons, des protons, tout ce qu'on sait maintenant. Mais ils se posaient déjà cette question-là, et il y avait beaucoup de gens qu'on appelait les atomistes, qui affirmaient que la matière, s'était constituée de plein de petits grains, avec du vide entre ces grains. Et chacun de ces petits grains, on ne pouvait pas le couper en morceaux plus petits. Et donc on l'appelait atome. Atome en grec, ça veut dire un truc qu'on ne peut pas couper en morceaux plus petits. Donc ça, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, je pense. Et les philosophes se posaient déjà ces questions dans l'Antiquité grecque. Et si on veut essayer de représenter ça par un tableau, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais à gauche, on voit un tableau alors c'est Madame Marthe, et elle a été peinte par un peintre pointilliste qui s'appelle Hippolyte Petitjean. Quand on regarde le tableau de loin, ça ressemble à une personne normale comme vous et moi. Et par contre, quand on regarde le tableau de beaucoup plus près, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand on zoome sur une partie du tableau, on voit qu'il est constitué de plein de petits points. Parce que voilà, les peintres pointillistes, ils s'amusaient à dessiner avec plein de points, et quand on zoome, on voit ces points, alors que de loin, on voit une personne normale. Et l'idée des atomistes, c'est d'imaginer que la matière, elle est comme ces tableaux-là.
De loin, quand on voit de la matière, c'est un truc habituel, continu, on dirait, d'un point de vue mathématique. Et quand on zoome beaucoup, eh ben, on verrait plein de petits grains. Et puis, entre deux grains, il n'y a pas une position intermédiaire. Il y a un grain, puis un autre, et puis rien d'autre. Donc ça, c'est l'idée de l'atomisme. Alors, le paradoxe de Zénon, il ne porte pas exactement sur cette idée-là, mais sur une idée un petit peu similaire. Donc la question que se posait Zénon, c'est de savoir si on peut décomposer le mouvement. Donc la question de l'atomisme, c'est est-ce qu'on peut couper la matière en plein de morceaux? La question de Zénon, c'est est-ce qu'on peut couper le mouvement en plein d'étapes? Donc est-ce qu'on peut décomposer un mouvement en étapes arbitrairement petites? Et Zénon, il était persuadé qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors que par contre, les pythagoriciens qui utilisaient des nombres, des maths, etc., eux, ils faisaient ça tout le temps, de couper en plein d'étapes un mouvement. Et lui, Zénon, il disait non, non, ça veut rien dire, on n'a pas le droit. Et du coup, le monde, si on voulait imaginer à quoi ressemblerait un monde où on n'a pas le droit de découper le mouvement en étapes, ben, il faudrait imaginer un peu des grains comme des atomes, c'est-à-dire que le mouvement, il se fait par étapes élémentaires entre lesquelles il n'y a rien qui se passe. Alors, si on force le trait en imaginant que ces étapes sont très distinctes les unes des autres, ça veut dire que quand quelqu'un court, ça ressemble à ça. Il court par à-coups, et puis entre deux à-coups, il ne se passe rien. Il y a des à-coups, et on ne peut pas poser la question de qu'est-ce qui se passe à une étape intermédiaire entre deux à-coups. Alors, bien entendu, les à-coups, ils ne seraient pas comme dans ma vidéo où il y avait beaucoup de temps entre un à-coup et l'autre, mais il faudrait imaginer un monde où quand on regarde des temps très très petits, le mouvement se fait par à-coups. Et ça serait le monde tel que le voyait Zénon. Et donc il a énoncé ces paradoxes pour affirmer que le monde, il est comme ça. Et pas comme affirmaient les pythagoriciens, où tout est continu. On va voir ce que ça veut dire. Alors, ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est qu'en fait, l'argumentation de Zénon est erronée. Qu'en fait, il n'y a pas de contradiction à imaginer qu'on a le droit de faire autant d'étapes qu'on veut, et que le problème de Zénon, c'est juste qu'il ne maîtrisait pas assez bien les mathématiques pour pouvoir vraiment comprendre ce qu'il était en train d'affirmer. Mais je veux dire, il n'y a rien de choquant à ça. C'était il y a un certain temps, c'était les balbutiements de tout un tas d'analyses en mathématiques. Et ces paradoxes ont suscité beaucoup de réflexions après, qui ont fait avancer aussi bien les mathématiques, la philosophie, la physique, etc. Donc maintenant, on va voir que son argumentation est erronée et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Alors, pour voir ça, donc on va faire une explication mathématique. Et cette explication mathématique va se baser sur des outils que vous connaissez bien, je pense, à savoir les nombres réels et les fonctions. Même des fonctions affines, je crois que c'est des objets dont vous avez l'habitude. Alors, pour simplifier les calculs, on va considérer que Achille court à 1 mètre par seconde et que la tortue court à 0,5 mètres par seconde. C'est juste, pour pouvoir faire les calculs, on aurait pu imaginer d'autres vitesses, ça ne changerait rien à ce que je vais raconter après. Mais pour simplifier les calculs, on imagine ces vitesses-là. Alors, si on essaie de calculer à un instant donné, quelle est la distance qu'a parcourue Achille? Alors, ce qu'on va dire, si je demande au bout de t secondes, quelle est la distance parcourue par Achille, bah, comme il fait 1 mètre par seconde, au bout de t secondes, il a parcouru t mètres. Donc, du coup, je vais écrire ça comme une équation. XA de t, ça va vouloir dire la position de Achille à l'instant t. Le A, c'est juste pour Achille, et X, ça veut dire la position. Et comme je dis qu'à l'instant t, il a parcouru t mètres, XA de t est juste égal à t. Donc ça, vous reconnaissez probablement une fonction linéaire. Vous avez dû étudier ce genre de fonction au collège ou au lycée. Et donc je l'ai représenté sur ce graphique, cette fonction linéaire. Alors ce qui vous choquera peut-être un petit peu par rapport à ce que vous avez fait au lycée, c'est que horizontalement j'ai mis t et x je l'ai mis verticalement. C'est parce que je considère que le temps, il a vraiment un rôle très fondamental dans ce problème-là. Il a un rôle plus important que x, y ou quoi que ce soit. Le temps, c'est quelque chose de particulier. Vous savez dans votre vie quotidienne que le temps, c'est quelque chose de particulier. Par exemple, il va toujours dans le même sens. On ne revient pas en arrière dans le temps. Ça, c'est une propriété assez fondamentale du temps. Et du coup, moi, je mets le temps horizontalement. Et bon, bah, la position, je la représente verticalement. Et donc, quand Achille court, il parcourt la droite qui est ici. Jusque-là, je pense que... c'est pas trop compliqué comme calcul. Alors après, on peut se poser la même question pour une tortue. Donc la tortue, elle va à 0,5 mètres par seconde. Donc si on demande au bout de t secondes ce qui s'est passé, bah, d'une part, la tortue, elle a parcouru t sur 2 mètres, parce qu'elle fait un demi-mètre à chaque seconde, et qu'il y a eu t secondes. Mais en plus, elle est partie avec 1 mètre d'avance. Donc du coup, la position de la tortue à l'instant t, c'est 1 plus t sur 2. 1, c'est le mètre d'avance qu'elle avait au départ, et t sur 2, c'est tout ce qu'elle a parcouru depuis qu'elle a commencé à courir. Donc du coup, encore une fois, on peut faire une représentation graphique de cette fonction. Je crois que c'est des choses dont vous avez l'habitude. Et donc ça correspond à la courbe verte.
Et les deux courbes, elles se croisent à un endroit. Alors on peut calculer que cet endroit, c'est au bout de 2 secondes. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'avant cet endroit-là, X est plus grand pour la tortue, donc c'est-à-dire qu'avant que les courbes se croisent, la tortue est devant Achille. Il y a un moment où les courbes se croisent, et après, c'est Achille qui est devant la tortue. Donc quand les courbes se sont croisées, ça veut juste dire Achille a doublé la tortue. Et donc ça a lieu au bout de 2 secondes. Donc maintenant, on va raisonner avec ce langage-là, pour comprendre les différentes étapes du paradoxe de Zénon, ce qui s'est passé, combien de temps s'est écoulé, etc. Alors, je reprends le même dessin qu'avant, sauf que là, j'ai marqué explicitement que le croisement, il a lieu au bout de 2 secondes. Et donc, on a dit, Achille court à 1 mètre par seconde et la tortue à 1,5 mètre par seconde. La première étape, c'est lorsque Achille a rattrapé la position initiale de la tortue. Donc, la position initiale de la tortue, initialement, elle était à 1 mètre ici. Donc, position initiale de la tortue, ça serait tracer une ligne horizontale qui passe par le 1 mètre. Alors, je l'ai fait en pointillé que jusqu'à la trajectoire d'Achille. Et le point qui est ici, c'est la première étape. C'est quand Achille arrive au même niveau que là où était initialement la tortue. Et donc ça me définit un certain instant. Alors on peut calculer que cet instant-là, il correspond à 1 seconde. Et à cet instant-là, Achille, sa position c'est 1 mètre. La tortue, sa position c'est 1,50 m. Donc ça c'est la première étape. Et pour l'instant, il y a 1 seconde qui s'est écoulée. Après, si on regarde sur ce dessin-là la deuxième étape, c'est je regarde le moment où Achille est au même endroit que là où était la tortue à la fin de la première étape. Donc la tortue à la fin de la première étape, elle était ici. Je trace une ligne horizontale et je regarde à quel moment elle croise Achille. Donc j'arrive au point qui est ici. Et donc cette deuxième étape, on trouve que ça fait exactement 1 seconde et demie. Et au bout d'1 seconde et demie, Achille a parcouru 1,50 m, la tortue a parcouru 1,75 m. Et donc le temps qui s'est écoulé, c'est 1 seconde plus une demi-seconde. Alors j'ai représenté ici, vous avez dû voir en primaire ou au collège, quand vous avez appris les fractions, on vous a dit que les fractions, c'est je prends un gâteau, je le coupe en morceaux et je fais des parts. Bah là, le temps écoulé, j'ai décidé de le représenter comme ça, avec des parts de gâteau. Donc la première étape, elle fait 1 seconde, donc ça fait un gâteau plein. La deuxième étape, elle fait une demi-seconde, donc ça fait un demi-gâteau. Puis les étapes suivantes, je vais continuer à remplir le gâteau. Alors, si on imagine les étapes suivantes, ça va ressembler beaucoup aux dessins qui sont là. À l'étape suivante, je regarde où est la tortue à ce moment-là, je trace une ligne horizontale et je regarde à quel moment ça croise la trajectoire d'Achille. Donc voilà le dessin correspondant. Et donc on trouve notre troisième étape, c'est 0,25 secondes plus tard que Achille atteint la position précédente de la tortue. Et si je raisonne sur mes camemberts ou mes gâteaux, donc le temps écoulé, c'est 1 plus 1,5 plus 1/4 de seconde. En tout, ça fait 1 seconde 75. Alors, je fais encore le dessin pour l'étape supplémentaire. Et puis, je crois que vous êtes capable de comprendre que si on continue le dessin plein de fois, à chaque étape, on va se rapprocher des 2 secondes sans jamais vraiment atteindre les 2 secondes. Et toutes les étapes, elles seront toutes avant 2 secondes. Elles vont être de plus en plus accumulées vers les 2 secondes, sans jamais l'atteindre. Donc là, j'ai représenté encore sur le camembert, j'ai représenté encore quelques étapes de plus. Et quand on raisonne sur les gâteaux ou sur le camembert, en fait, ce qui se passe, c'est comme quand on a beaucoup d'invités et qu'on a un gâteau trop petit. Au bout d'un moment, les invités se rendent compte que « oulala, j'ai pas envie de prendre la dernière part, il y a d'autres invités derrière moi, je prends la moitié de ce qui reste ». Puis du coup, alors le premier, il est très gourmand, il y avait 2 gâteaux, le premier, il prend un gâteau entier parce que voilà, le suivant, il prend la moitié de ce qui reste, donc un demi-gâteau, puis il y en a un qui prend un quart, puis un 8e, et ça peut durer pendant très longtemps comme ça. Vous pouvez avoir une infinité d'invités qui vont chacun prendre la moitié de ce qui reste, et puis il restera toujours quelque chose. Et alors, mathématiquement, cette histoire de gâteau où chacun prend la moitié de ce qui reste, ça veut dire que quand on additionne les durées des étapes, 1 plus un demi, plus un quart, plus un 8e, etc., ça correspond exactement à chaque fois prendre la moitié de ce qui reste. Et bien, si on faisait cette somme jusqu'à l'infini, une infinité de termes comme ça, et bien, une infinité de nombres comme ça qui sont de plus en plus petits les uns plus petits que les autres, ça va faire exactement 2 gâteaux ou 2 secondes. Mais l'affirmation mathématique, c'est que quand on ajoute cette infinité de nombres, 1 plus un demi, plus un quart, etc., une infinité de fois, il y a beau avoir une infinité de nombres, ils sont tellement plus petits les uns que les autres, que quand on les ajoute, on n'obtient pas l'infini, on obtient un nombre fini qui est juste égal à 2. Et ça, ce que ça veut dire, le fait que la durée de toutes les étapes, ça fasse juste 2 secondes, ça veut dire que, certes, il y a une infinité d'étapes. Mais en fait, le problème, c'est pas un nombre infini d'étapes, c'est pas un problème. Ce qui aurait été un problème, c'est si le temps qui s'était écoulé avait été important. Là, le temps qui s'est écoulé pendant cette infinité d'étapes, c'est seulement 2 secondes. Au bout de 2 secondes, toutes les étapes de Zénon, elles sont déjà passées, et puis la course, elle continue sans se rendre compte que les étapes sont passées. Parce que 2 secondes, ça passe très vite. Et puis après, quand la course continue après les 2 secondes, Achille double la tortue, et puis tout est normal. Et du coup, l'histoire du paradoxe d'Achille, c'est juste de lister plein d'étapes qui sont toutes avant les 2 secondes. Dans toutes les étapes de la liste,
la tortue est devant Achille. Oui, d'accord, très bien. Mais malgré tout, comme toutes ces étapes sont avant les 2 secondes, bah après il y a un moment où on atteint les 2 secondes, il y a un moment où on dépasse toutes ces étapes. Et la course continue et Achille dépasse la tortue. Alors, d'un point de vue mathématique, ce genre de somme, c'est exactement le genre de somme qu'on calcule en lycée. Vous avez peut-être entendu le mot-clé somme géométrique. En tout cas, d'un point de vue mathématique, la somme qui est ici 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, vous avez déjà vu ou vous allez voir que ça s'écrit comme une somme comme ça, somme des 1 sur 2 puissance n. Et vous avez vu ou vous allez voir qu'on sait calculer exactement cette somme-là, même quand on met de 0 à plus l'infini. Ça fait un certain nombre. Et si j'avais changé les vitesses initiales, si au lieu d'imaginer qu'il y en a un qui va à 1 mètre par seconde et l'autre à 0,5 mètres par seconde, j'aurais encore obtenu un truc qui s'appelle une somme géométrique. Et ce qui aurait changé, c'est la raison de la somme géométrique pour ceux qui connaissent un peu ce vocabulaire-là. Mais le résultat aurait été le même. C'est que j'aurais eu une infinité de nombres, mais quand je les ajoute, j'obtiens quelque chose de fini. Voilà, donc je ne sais pas si ça suffit à vous éclairer complètement sur ce paradoxe de Zénon, mais l'argument important, c'est vraiment de dire que quand on décrit un mouvement, le temps a une valeur très importante. Et ce qui est important, savoir qu'il y a une infinité d'étapes, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir combien de temps s'est écoulé. Et là, sur cet exemple-là, on a une infinité d'étapes, mais où le temps qui s'écoule est petit. Et c'est pas très grave, il y a quand même des choses après tout ça, même si c'était une infinité d'étapes. Alors, maintenant, donc, Zénon, il avait énoncé plusieurs paradoxes, pas seulement Achille et la tortue. Donc je vais très brièvement mentionner d'autres paradoxes qui sont le même, mais juste plus simples à comprendre. Et puis après, je parlerai un peu d'interprétation philosophique, mais je ne suis pas sûr d'être capable de dire des choses très pertinentes là-dessus. Nous verrons. Donc, tout d'abord, pour dire qu'est-ce que c'est un paradoxe. Un paradoxe, ça veut dire qu'il y a une affirmation qui est contraire à notre intuition. Contraire à notre intuition, ça ne veut pas forcément dire que tout est faux, que rien ne marche. Ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose de surprenant. Donc ici, ce qui se passe de surprenant, c'est qu'il y a une infinité d'étapes où la tortue est devant Achille, et malgré tout, Achille dépasse la tortue. Du point de vue de notre intuition, dans la façon habituelle dont on a envie de penser, on trouve ça bizarre. Mais en vrai, ce n'est pas un problème. Il existe d'autres paradoxes. Par exemple, quand on parle de physique beaucoup plus récente, quand on parle de relativité, vous avez peut-être entendu parler du paradoxe des jumeaux, qui dit qu'il y a 2 jumeaux, et ils ont le même âge, mais en fait, il y en a un qui est allé dans l'espace, il a vieilli moins vite. C'est des choses, c'est paradoxal, ça ne correspond pas du tout à notre intuition, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose de faux. Donc ici, les paradoxes, Zénon, il voulait les mettre en avant pour dire qu'il y a quelque chose de faux, mais en vrai, ces paradoxes-là, c'est juste pour nous dire attention, votre intuition, elle ne marche pas très bien. C'est plutôt ça qu'ils veulent dire, les paradoxes de Zénon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle des paradoxes, pas des contradictions. Alors, un des paradoxes qu'il a énoncé, c'est le paradoxe de la flèche. Ça ressemble beaucoup à la course entre Achille et la tortue, sauf qu'au lieu d'être une course, c'est du tir à l'arc. On imagine quelqu'un qui tire à l'arc une flèche vers une cible, et puis pareil, Zénon s'amuse à découper en plein d'étapes le trajet de la flèche qui va jusqu'à la cible. Alors, la première étape, c'est le moment où la flèche a parcouru la moitié de la distance qui va vers la cible. Bon, ça fait une première étape, et au bout de cette étape-là, la flèche n'a toujours pas atteint la cible. La deuxième étape, c'est lorsque la flèche a atteint la moitié de la distance qui lui restait pour atteindre la cible après l'étape précédente. Bon, ça fait une étape de plus où la flèche n'a toujours pas atteint la cible. Et puis on peut continuer à dire à chaque fois je parcours la moitié de la distance qui reste, et puis comme ça on trouve une infinité d'étapes où à chaque fois on n'a pas atteint la cible. Et donc cet exemple-là, c'est vraiment très exactement l'histoire du gâteau où chacun prend la moitié de ce qui reste. Et l'argument c'est toujours le même, c'est que la durée des étapes est de plus en plus courte, et certes il y a une infinité d'étapes, mais en fait, en un temps très court, toutes ces étapes vont être passées, sans qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. Donc ça, c'est l'exemple du paradoxe de la flèche. Et si je voulais résumer un peu tous les paradoxes qu'on peut écrire en faisant ça, je les résumerais en disant juste que l'affirmation, c'est « il y a une infinité de nombres réels entre 0 et 1 ». Alors vous devez savoir ce que c'est des nombres réels. Je crois que vous avez dû rencontrer ce mot-clé. Des nombres réels, dans les grandes lignes, ça serait un nombre où on a le droit d'avoir beaucoup de chiffres après la virgule. Mais vraiment beaucoup, on peut même en avoir une infinité. Et dans ce cas-là, si je voulais lister plein de nombres entre 0 et 1, je pourrais penser à 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999. Et je crois que vous êtes capable de me croire que je suis prêt à continuer la liste pendant très longtemps si on me le demandait. Et je pourrais même écrire une infinité. Enfin, autant de nombres qu'on me demande, je serais capable de dire ce nombre-là, juste en mettant plein de chiffres, plein de 9 derrière la virgule. Donc ça me dit qu'il y a une infinité de nombres réels entre 0 et 1.
Et fondamentalement, les paradoxes de Zénon, ils se résument à l'affirmation qui est là. Si on voulait prendre un exemple en un langage plus moderne, on imagine que j'essaie de verser de l'eau dans un verre. Alors un verre, typiquement, on peut imaginer qu'il fait de l'ordre de 20 centilitres. Je vais verser 20 centilitres d'eau dans un verre. Alors bon, comme j'aime bien avoir des unités très exotiques, bon, je dis 2 décilitres plutôt que 20 centilitres. Mais je crois que vous êtes d'accord que c'est la même chose, 2 décilitres et 20 centilitres. Et donc, on va imaginer, je verse 2 décilitres d'eau dans un verre. Et bien, il y a un moment où j'aurais versé 0,9 décilitres. Bon, c'est ma première étape. Il y a un moment où j'aurais versé 0,99 décilitres. C'est ma deuxième étape. Il y a un moment où j'aurais versé 0,999 décilitres. C'est ma troisième étape. Et je peux définir comme ça une infinité d'étapes. Et à chaque fois, j'aurais versé moins que 1 décilitre. Bon, mais je crois que sur cet exemple de je verse de l'eau dans un verre, vous êtes tous convaincus que cette infinité d'étapes, je ne vais même pas les voir passer, je ne vais pas avoir le temps de m'en rendre compte. Bah, il y a un moment où j'aurais versé 1 centilitre et je vais continuer à verser, puis je vais atteindre il y a un moment où j'aurais versé 1 décilitre, et donc j'aurais passé tous ces nombres-là, et je vais continuer à verser et atteindre les 2 décilitres, et il n'y a vraiment rien de magique qui se passe. Le fait d'avoir une infinité d'étapes, ça ne veut vraiment rien dire. Voilà pour un peu une explication de ces paradoxes-là. Alors j'espère vous avoir convaincu que ça ne posait pas de problème, cette infinité d'étapes. Alors maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est oui, d'accord, mais Zénon, pourquoi il a parlé de ces paradoxes? Son objectif, c'était de se prononcer sur l'indécomposabilité du mouvement. Alors on va revenir à l'indécomposabilité du mouvement. Est-ce qu'on peut couper en plein d'étapes? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Alors, ce qu'on a montré, c'est que contrairement à ce qu'affirme Zénon, le fait de pouvoir découper le mouvement en plein de morceaux, ça ne crée pas de contradiction. C'est-à-dire que même si on autorise à couper en plein d'étapes, même si on imagine que ces étapes existent vraiment, eh bien malgré tout, Achille dépasse la tortue, il n'y a pas de problème. Le formalisme mathématique qu'on a utilisé pour décrire cette situation où on avait le droit de découper toutes nos étapes, c'est qu'on a utilisé d'une part des nombres réels et d'autre part des fonctions. Alors l'histoire des nombres réels, je tiens à insister un peu là-dessus. J'ai représenté ici une photo, enfin c'est le même tableau que ce que j'avais présenté au début de la présentation. Le tableau où on voit une femme, un tableau pointilliste, mais là cette fois-ci je l'ai pixelisé. Je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes, mais il y a des gros pixels sur le tableau. Et on pourrait imaginer que le monde il soit pixelisé un peu comme ça. Alors pas des pixels aussi gros, mais on pourrait imaginer que quand on descend à des tailles comme 1 picomètre, 1 milliardième de millimètre, on pourrait imaginer qu'à cette taille-là, tout soit pixelisé. Et puis que nous, on voit ça très dézoomé et on ne voit pas que c'est pixelisé. Et si le monde était pixelisé à une échelle de 1 picomètre, bah quand on regarde la position d'un objet, ou la distance entre deux objets, ça pourrait être 1 picomètre, 2 picomètres ou 3 picomètres, mais ça ne pourrait pas être 1 picomètre et demi, parce qu'on n'a pas le droit d'être entre 2 pixels. Et si on imaginait qu'on vit dans un monde pixelisé comme ça, la position des objets, ça serait des nombres entiers de picomètres. Et ça ne serait pas des nombres réels où on peut avoir un nombre arbitraire de chiffres après la virgule. Donc quand mathématiquement on décide qu'on utilise des nombres réels, ça veut dire qu'on imagine, on décrit un monde où il n'y aurait pas, par exemple, une pixelisation quand on zoome beaucoup. Alors généralement c'est l'hypothèse qu'on fait, il n'y a pas grand monde quand on le croise dans la rue qui va vous affirmer non, l'espace il est pixelisé quand on zoome beaucoup. Mais il faut être conscient qu'il y a cette hypothèse-là qu'on fait quand on utilise les nombres réels. Et quand on décompose le mouvement en étapes, c'est pareil. On suppose que ça fait du sens de mettre beaucoup de chiffres derrière la virgule et qu'il n'y a pas une sorte de pixelisation du temps, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Et dans le cas de l'exemple que j'avais dit juste avant, dans le cas de l'exemple où on verse de l'eau dans un verre, on peut vraiment s'interroger sur la pertinence de cette hypothèse. Par exemple, je suis en train de verser de l'eau dans un verre, et puis formellement, quand j'avais défini mon infinité d'étapes, il y a une étape qui correspond au moment où j'ai versé ce volume-là, 0,9, plein de 9, une quarantaine de 9 décilitres. Bon, cette étape-là, en théorie, on pourrait considérer que ça existe, cette étape d'avoir versé cette quantité-là d'eau. Et puis il y a une autre étape, c'est quand on a versé juste un œuf de plus. Ces deux nombres-là, c'est tous les deux le même. Hein. Grosso modo, c'est le nombre 1. Mais ils sont très légèrement différents, ces deux nombres. Et on peut se poser la question, est-ce que ça fait vraiment sens de se demander s'il y a un instant, enfin, de faire une différence entre le moment où on a versé cette quantité-là d'eau et le moment où on a versé cette quantité-là d'eau. Et de ce point de vue-là, personnellement, j'aurais tendance à être d'accord avec Zénon que non, c'est vraiment n'importe quoi de faire semblant que ces deux étapes-là, elles existent et qu'elles sont différentes. Parce que quand on regarde de l'eau, vous avez dû apprendre en collège ou en lycée, enfin, vous avez dû apprendre que l'eau, c'est constitué de molécules. Il y a plein de molécules avec de l'espace vide entre elles. Comment on fait pour définir le volume d'un machin quand on zoome beaucoup, qu'on veut être précis à ce point-là?
On a plein de grains avec du vide entre eux, et on veut définir le volume de ce truc-là. Il faudrait savoir où est précisément la surface, à quel moment c'est plus des grains, c'est l'air, etc. Et puis même si on arrivait à définir ce volume, de toute façon, comme il y a des grains qui sont les molécules, quand on verse de l'eau, on verse jamais une demi-molécule, on verse des molécules une à la fois. Eh bien, il y a un moment où, quand on veut mettre tellement de neuf derrière, la quantité est moins qu'une molécule. Mais physiquement, ça se fait pas trop de mettre moins qu'une molécule. Donc, dans le cas de quand on verse de l'eau dans un verre, c'est pas clair qu'en fait on ait le droit de décomposer en étapes arbitrairement petites. C'est juste beaucoup plus simple pour faire des calculs d'imaginer qu'on a le droit. C'est beaucoup plus simple d'avoir des nombres réels, d'avoir des fonctions. On sait tout calculer, tout est merveilleux. Maintenant, philosophiquement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça, c'est une question compliquée. Et donc là, je l'ai dit pour de l'eau dans un verre, on aurait pu dire la même chose pour les paradoxes précédents. Peut-être que j'aurais été obligé d'argumenter avec des mots-clés plus bizarres, comme quantique ou des trucs comme ça, mais j'aurais été capable d'argumenter que, en fait, ça veut rien dire de faire toutes ces étapes, du moins quand on zoome beaucoup. Et donc mon propos, c'est de dire que quand on a une construction mathématique avec des nombres réels et des fonctions, on sait faire des calculs, tout marche bien, mais en fait, ce que ça décrit, c'est une réalité simplifiée. On est obligé de simplifier un peu la réalité pour faire nos calculs. Et puis si on voulait vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on zoome beaucoup, on devrait changer la façon dont on fait les calculs. Et puis probablement qu'on trouverait une autre simplification qui marcherait quand on zoome plus, et puis peut-être que quand on zoomerait encore plus, elle marcherait plus. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe quand on fait de la physique, du moins jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, mon propos, c'est de dire les mathématiques, c'est super puissant, ça permet de faire plein de calculs, mais parfois, ça demande de simplifier un peu la réalité. Voilà, alors là on l'a vu dans le cas du paradoxe de Zénon. Et puis je voulais juste, très rapidement, parler d'une autre situation où le même genre de problème se pose. Donc cette autre situation, c'est le dilemme des prisonniers. Alors le dilemme des prisonniers, c'est une situation où on essaie de comprendre le comportement d'être humain. Un être humain, c'est très compliqué de prédire comment il va se comporter. Et il arrive qu'il y ait des gens qui essaie d'utiliser les mathématiques pour prédire comment va se comporter un être humain. Alors concrètement, donc, pour expliquer un peu, ça sert dans ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines, c'est des disciplines comme la sociologie, l'économie, la psychologie, etc. Dans ces disciplines-là, on essaie de comprendre comment se comportent les êtres humains, comment ils interagissent entre eux. Et par exemple, pour vous illustrer pourquoi c'est très important de comprendre ça, vous imaginez, moi j'ai une entreprise, on imagine que j'ai une entreprise, je suis fabricant de bonbons, par exemple. Et puis je me dis, tiens, si je baissais de 10% le prix de mes bonbons, peut-être que les gens en achèteraient plus. Et puis comme les gens vont en acheter beaucoup plus, moi finalement je vais gagner plus que si je les avais vendus plus cher. Et donc en économie, on a envie de faire plein de calculs pour se dire, bon, alors si je mettais le prix de vente à tel montant, combien il y aurait de gens qui en achèteraient, pour savoir si j'ai vraiment envie de faire ça. Est-ce que, parce qu'il y a plus de gens qui en achètent, je vais devoir avoir une usine plus grande, ou bien je vais devoir payer mes ouvriers pour travailler la nuit pour produire plus de bonbons. Il y a plein de calculs compliqués à faire en économie. Et il y a vraiment des gens qui utilisent beaucoup de maths pour faire ce genre de calcul. Et quand ils utilisent des maths pour faire ce genre de calcul, ils sont obligés de simplifier le comportement humain. Parce que prédire si un humain va consommer 10% de plus de bonbons parce que les bonbons sont 10% moins chers, c'est pas facile à prédire. Alors, en général, ce que font les économistes pour faire ce genre de calcul, c'est qu'ils supposent qu'un être humain, c'est quelqu'un qui estime les conséquences de ses actes, qui calcule pour les conséquences de ses actes ce que ça va lui faire gagner ou perdre. Donc par exemple, je baisse le prix des bonbons que je vends, j'essaie de calculer, d'estimer combien de gens vont en consommer plus ou moins. Et puis en fonction de ça, et puis on n'est jamais vraiment sûr. En général, il va y avoir des probabilités quand on calcule ce qui va se passer en fonction de comment on agit soi, parce qu'on ne sait pas très bien comment les autres vont agir. Puis on fait plein de calculs de probabilité, et puis on compte en moyenne quelle est l'action qui va nous rapporter le plus. Alors ça peut soit nous rapporter plus en termes d'argent, soit en termes de qualité de vie, en termes de prestige. Et puis les économistes, ils appellent ça utilité, c'est une fonction qui à la fois prend en compte combien on a gagné d'argent, de qualité de vie, de prestige. Et on imagine que voilà, un être humain, quand il a des choix à faire, il calcule les probabilités de ce qui va se passer après selon les choix qu'il a fait, et il choisit le choix qui va lui rapporter le plus. Et alors, il y a un mot-clé pour désigner cette hypothèse-là. C'est qu'on imagine, on remplace les humains par des homo economicus. Alors ce terme, il a un peu l'air d'une blague, mais c'est, vous connaissez tous homo habilis, homo erectus, homo neanderthalensis.
Et bah, Homo economicus, c'est juste pour dire une autre espèce d'être humain. C'est pas le même que celui qu'on croise dans la rue, mais c'est celui avec lequel on fait des calculs. Et bon, c'est une simplification de la réalité. C'est voilà, ce bonhomme-là qui est complètement rationnel, qui agit par intérêt. C'est avec celui-là qu'on fait des calculs et qu'on décide si on va baisser ou pas le prix des bonbons qu'on va vendre. Alors, le problème de ce bonhomme, ce Homo economicus complètement rationnel, c'est que quand on essaie d'expliquer des vraies situations en utilisant ce modèle-là, ben, on n'y arrive pas toujours très bien. Et le dilemme des prisonniers, c'est une des situations où on a beaucoup de mal à calculer comment va se comporter un être humain en utilisant ce genre de modèle. Alors, pour expliquer concrètement le dilemme des prisonniers, on va imaginer qu'il y a deux personnes, A et B, alors bon, je les ai appelées Alice et Bob, mais ça n'a aucune importance, deux personnes qui sont complices d'un même crime, peu importe lequel, hein, et ces deux personnes sont interrogées par la police. Et puis elles ont le choix, soit elles vont dénoncer leur complice, soit elles vont se taire. Et en fonction du fait qu'elles aient dénoncé ou pas leur complice, bah, elles vont être condamnées à une peine plus ou moins lourde. Donc si tous les deux se taisent, ils prennent chacun 1 an de prison. Si chacun dénonce l'autre, bah, ils ont chacun 2 ans de prison. Et s'il n'y en a qu'un des deux qui dénonce l'autre et que l'autre se tait, bah, celui qui a dénoncé, il n'a pas de prison du tout. Et celui qui a été dénoncé, il prend 3 ans de prison. Et donc la question, c'est imaginez que vous êtes dans une situation comme ça, et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Alors, il y a plusieurs approches. Il y a un point de vue, si vous imaginez, ok, moi je suis pas vraiment en train de me faire arrêter, je suis juste en train de regarder extérieurement le problème, et puis comme personne extérieure, je me dis, bon bah je vais compter quel est leur intérêt collectif, entre guillemets. On va dire, s'ils se taisent tous les deux, ils prennent 1 an chacun, 2 ans en tout, bon c'est déjà beaucoup, mais voilà, ils prennent 2 ans. S'il y en a un des deux qui parle et l'autre pas, bah en tout ils prendront 3 ans. Il y en a un qui prendra 0, l'autre 3, c'est un peu moins bien quand on raisonne globalement sur l'ensemble des deux. Et puis, s'ils parlent tous les deux, ils prennent 4 ans. Alors là, c'est vraiment pas bien. Et donc, la conclusion, ça serait de dire, si on raisonne globalement, qu'on compte le total qu'ils vont prendre tous les deux, bah, le plus intéressant pour eux, c'est qu'ils se taisent tous les deux. Donc, logiquement, on pourrait dire, ok, l'intérêt collectif, c'est qu'ils se taisent tous les deux. Puis maintenant, il y a une autre question, c'est, ouais, bah, moi, je me suis vraiment fait arrêter, je vais vraiment aller en prison. Peut-être que dans ce cas-là, je vais regarder mon intérêt personnel plutôt que l'intérêt collectif, parce que quand même, la prison, c'est pas joyeux. Alors dans ce cas-là, si je raisonne avec mon intérêt personnel, imaginons que je sois par exemple monsieur A, et que je me demande ce que je vais faire en fonction de ce qu'a fait monsieur B. Donc imaginons par exemple si monsieur B m'a pas dénoncé. Si monsieur B m'a pas dénoncé, je suis sur la première ligne ici. Dans ce cas-là, si je me tais, je prends 1 an. Si je le dénonce, je prends 0 an. Ah bah, j'ai intérêt à le dénoncer. Si lui, il se tait, moi j'ai intérêt à le dénoncer, je prends 0 ans au lieu d'1. Mon intérêt personnel, je le dénonce. Maintenant, si lui il parle, parce que bon, il faut quand même prendre les deux hypothèses. Si l'autre m'a dénoncé, si je me tais, je prends 3 ans. Si je le dénonce, je prends 2 ans. Ah, bah encore une fois, j'ai intérêt à le dénoncer. Donc dans les deux cas, quelle que soit la chose qu'a fait mon complice, moi, mon intérêt personnel, c'est de le dénoncer. Parce que je vais prendre moins de prison si je le dénonce que si je le dénonce pas. Et donc là, l'intérêt individuel, c'est que chacun dénonce l'autre. Et donc c'est un cas où on a un conflit entre la notion d'intérêt individuel et la notion d'intérêt collectif. Et c'est très compliqué de prédire comment un être humain va se comporter dans cette situation-là, où il y a conflit entre son intérêt personnel et une certaine forme d'intérêt collectif. Alors si on regarde l'individu rationnel du transparent précédent, qui raisonne juste en calculant des probabilités, en gardant son intérêt propre, bah, son intérêt propre, clairement, il va dénoncer l'autre. Ça, il n'y a pas de doute. Donc la description mathématique avec Homo economicus, comme je l'ai appelé, il va dénoncer l'autre. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, quand on fait ces expériences-là, bah, souvent les gens, ils dénoncent pas. Alors, dans le cas où c'est 2 complices pour un meurtre, on peut l'expliquer assez facilement en continuant à parler de Homo economicus, en disant que, bon, ok, on fait de la prison. Mais après, on va sortir de prison. On va évoluer dans le même gang ou la même organisation criminelle où on était avant. Et le fait de ne pas avoir dénoncé, ça va nous donner une forme de prestige, ça va nous permettre de monter en grade, et on va quand même y gagner quelque chose, même si on a fait plus de prison. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que l'intérêt personnel, ça soit de ne pas dénoncer. Donc dans ce cas-là, ça pose pas trop de problèmes mathématiques pour comprendre ça. Par contre, il y a des situations où juste on demande à des cobayes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui vont jamais se revoir
dans leur vie, on les met dans une pièce, on leur dit bon, je vous donne 20 € si vous le dénoncez, 30 €, enfin, en fonction de que vous ayez dénoncé l'autre ou pas, je vous donne 10 ou 20 €, avec des trucs qui ressemblent un peu aux années de prison qui sont marquées là. Et étonnamment, même dans cette situation-là, les gens ont tendance à pas dénoncer l'autre, alors que ça leur ferait gagner de l'argent, et que l'autre, ils vont jamais le recroiser plus tard dans leur vie, et que ça va jamais avoir aucun impact sur la suite de leur vie. Et ça, c'est vraiment une situation où le comportement de l'être humain ne correspond pas à ce qu'on attendrait d'un individu, de ce qu'on appelle un individu rationnel, qui a tendance à regarder son intérêt propre. Voilà, donc c'est juste pour dire très brièvement qu'est-ce que c'est le paradoxe le dilemme des prisonniers. Et puis juste pour conclure, bon, vous avez dû remarquer que, et je m'en excuse, j'ai pas beaucoup parlé de sport dans ma présentation. Le paradoxe d'Achille, bon, c'était une course entre un grand guerrier et une tortue. On pourrait dire que c'était du sport, enfin, on va y croire. Là, le dilemme des prisonniers, vous vous demandez probablement comment je vais vous faire croire que c'est du sport, ça. Alors, en fait, si, il y a un rapport avec le sport, je vous assure. Le rapport, c'est ce qu'on appelle le dopage. Quand on est dans une situation de dopage, bah, le dilemme, quand on décide est-ce que je vais me doper ou est-ce que je ne vais pas me doper, c'est exactement le même que dans le cas du paradoxe des prisonniers. Donc imaginons qu'on ait deux très grands sportifs. Alors là, je ne leur ai pas donné de nom, mais enfin je les appelle A et B. J'ai deux très grands sportifs A et B. Ils s'affrontent pour un titre super important. Celui qui va gagner, c'est extraordinaire, il sera super riche, il sera célèbre, il aura plein de contrats pour de la pub, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis celui qui va perdre, bah, il continuera sa vie jusqu'au tournoi l'année suivante, où il aura un peu vieilli et où il aura moins de chances de gagner. Alors, dans cette situation-là, bah, il se trouve qu'avec avec l'évolution de la médecine, on dispose d'un truc qui s'appelle le dopage. Et alors, si un des sportifs décide de se doper, ça peut avoir plein de conséquences. Une des conséquences possibles, c'est qu'il risque de perdre le titre de vainqueur a posteriori. Par exemple, vous avez tous entendu parler du Tour de France. Je ne sais pas si vous savez s'il y a eu un vainqueur du Tour de France sur les années 99, 2000, enfin de 99 à 2005, il n'y a pas eu de vainqueur du Tour de France. Enfin plutôt, le lendemain de l'épreuve d'arrivée, on croyait que c'était Armstrong qui avait gagné. Et puis plusieurs années plus tard, on a dit « Ah non, 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 Armstrong il était dopé. Non, non, il n'a pas gagné. » Et on lui a retiré son titre. Donc si vous vous dopez, déjà, vous courez le risque qu'on vous retire le titre. Après, je suis sûr qu'on court plein d'autres risques, mais j'ai noté par exemple le risque voir diminuer son espérance de vie. Alors, il peut y avoir plein de débats sur l'espérance de vie des cyclistes, mais au moins dans les médias, ça arrive qu'il y a des gens qui prétendent que l'espérance de vie de cyclistes qui se doperaient est très fortement réduite du fait du dopage. Donc le dopage, ça a des effets négatifs, mais à côté de ça, ça permet de changer les chances de victoire. Donc les chances de victoire, on imagine que A et B, ils ont à peu près le même niveau. S'ils ne se dopent pas, ils ont 50% de chances de gagner chacun. S'ils se dopent tous les deux, ils ont 50% de chances de gagner chacun. Par contre, s'il y en a un qui se dope et pas l'autre, bah, celui qui se dope, il a 80% de chances de gagner. Et bien, dans cette situation-là, l'intérêt général, si on dit je regarde globalement les choses, ou je compte ce qui gagne tous les deux, ben on va dire de toute façon, il y en a un des deux qui va gagner le titre et pas l'autre. Donc de toute façon, bon, il y en a un des deux qui sera riche, tout ce qu'on veut, et pas l'autre. Mais du point de vue de l'intérêt général, ça ne change pas grand-chose lequel des deux c'est. Par contre, le fait qu'il se dope ou pas, ça va jouer sur le fait que bah, celui qui aura gagné le titre, peut-être qu'il va le perdre plus tard, et sur le fait qu'il va perdre de l'espérance de vie. Donc du point de vue de l'intérêt général, dans une situation comme ça, normalement, on devrait s'attendre à ce qu'il ne se dope pas. Par contre, du point de vue de l'intérêt personnel, quand il y a un enjeu financier énorme derrière une victoire, bah, l'intérêt personnel, que l'autre se dope ou qu'il ne se dope pas, on a intérêt à se doper, ça augmente nos chances de victoire. Et donc c'est un cas comme le dilemme des prisonniers, où il y a un désaccord entre intérêt général et intérêt individuel. Et alors je ne veux pas me prononcer sur l'importance du dopage dans le sport, mais de fait le dopage a l'air d'exister. Monsieur Armstrong notamment a été contrôlé positif et ses titres, oui, tous ses titres je crois lui ont été retirés. Et dans les médias, on voit régulièrement des gens qui prétendent que le dopage serait extrêmement généralisé dans certains sports, notamment le vélo. Donc ça, c'est une situation où, contrairement à la situation des deux prisonniers, bah, là, dans le cas des sportifs de haut niveau, si on est prêt à croire qu'il y a beaucoup de dopage, bah, ils ont plutôt tendance à choisir « je me dope ». Je triche, enfin je dénonce l'autre, enfin la situation qui est intérêt personnel, plutôt que la situation intérêt collectif qu'on voit plutôt apparaître dans le cas des prisonniers. Même si mathématiquement, c'est essentiellement le même problème.
Voilà, donc je vais arrêter là. Je vous ai parlé donc d'une part du paradoxe de Zénon et d'autre part du dilemme des prisonniers. J'espère vous avoir convaincu que les mathématiques permettent de calculer un certain nombre de choses, permettent de nous éclairer sur un certain nombre de problèmes, mais que malgré tout, pour utiliser les mathématiques, on est obligé de simplifier une réalité. Donc dans le cas d'une course, c'est compliqué de savoir est-ce qu'il y a une pixelisation à un picomètre près, est-ce que la matière c'est des petits grains. Bon, c'est pas très important dans le cas d'une course à pied. Par contre, dans le cas du dilemme des prisonniers, par exemple, la façon dont on décrit le comportement d'un être humain, là, si on veut utiliser des maths, on est obligé d'avoir une description très simplifiée de ce qu'est un être humain, et ça va pas toujours très bien marcher. Voilà, je vous remercie donc de votre attention.